Les Londoniens réunis à Trafalgar Square pour une veillée en hommage aux victimes. Le Parlement britannique a lui observé 1 minute de silence, moins de 24 heures après l'attaque. Un attentat revendiqué ce jeudi par le groupe État islamique. Aux États-Unis, le vote sur l'abrogation de l'Obamacare reporté à vendredi. Un revers de plus pour Donald Trump et le camp républicain qui apparaît plus que jamais divisé. L'élection présidentielle en France, les ministres commencent à afficher leurs préférences. Pour Jean-Yves Le Drian, ce sera Emmanuel Macron. Le camp de Benoît Hamon, le socialiste, évoque un ralliement inacceptable, je cite. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Les Londoniens unis face au terrorisme. Des centaines d'entre eux se sont rassemblés sur l'emblématique Trafalgar Square ce jeudi soir. Une veillée en hommage aux victimes de l'attaque près de Westminster qui a fait 4 morts, je vous le rappelle. Pour le maire de Londres, Sadiq Khan, les habitants de Londres ne se laisseront pas intimider par le terrorisme. Le Parlement britannique, qui a repris ses travaux, a lui observé 1 minute de silence. Natacha Milray. Nous allons à présent observer 1 minute de silence. Première session parlementaire au lendemain de l'attentat qui a visé le palais de Westminster. Dans ce lieu hautement symbolique, le plus vieux parlement du monde, la première ministre britannique a rappelé que la démocratie prévaudrait toujours. Hier, un acte terroriste a tenté de faire taire la démocratie. Mais aujourd'hui, nous sommes là comme d'habitude, comme les générations le faisaient avant nous, et comme les futures générations continueront de le faire pour délivrer un message. Nous n'avons pas peur. Notre détermination ne faiblira jamais face au terrorisme. Parmi les députés, Jean-Marc Ayrault. Le ministre français des Affaires étrangères s'était rendu un peu plus tôt au chevet des 3 lycéens français blessés dans l'attaque. Il a tenu à exprimer sa compassion au peuple britannique. Nous devons être solidaires ensemble contre la violence, contre le terrorisme. C'est mon message. Nous devons continuer de nous battre contre ce démon. Nous devons tout faire pour mieux protéger nos citoyens. Sur Twitter, la reine Elisabeth II a adressé ses pensées et ses prières aux victimes de l'attaque du palais de Westminster. Elle a également remercié les forces de sécurité. Le groupe État islamique a donc revendiqué l'attentat de Londres. L'enquête, elle, avance. L'assaillant a été identifié. Il serait connu des services de renseignement britanniques, mais n'aurait pas fait l'objet d'une surveillance ces derniers mois. La police britannique annonce également avoir arrêté 8 personnes. Johanna Citruc. Environ 24 heures après les faits, les enquêteurs britanniques ont identifié l'assaillant. Un homme de 52 ans, déjà connu des services de renseignement. Il a été abattu pendant l'attaque. Ce que je peux confirmer, c'est que l'homme est né en Grande-Bretagne et qu'il y a plusieurs années, il était surveillé par les services de renseignement intérieurs en lien avec l'extrémisme violent. C'était un personnage secondaire. L'affaire est historique, il n'était pas dans les radars des services de renseignement ces derniers temps. Il n'y avait aucun signe préalable d'une intention ou d'un passage à l'acte. Ce jeudi, l'État islamique a revendiqué l'attentat via son agence de propagande. Il s'agit de la première attaque que le groupe djihadiste s'attribue sur le territoire britannique. L'assaillant qui a lancé son véhicule contre la foule, avant de poignarder à mort un policier, se serait inspiré des actes menés précédemment dans d'autres pays. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi seul. C'est toujours notre conviction, qui continue d'être confirmée par notre enquête, que cet agresseur a agi seul et a été inspiré par le terrorisme international. La police vérifie néanmoins si d'autres personnes sont impliquées dans cet attentat. Dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a procédé à 8 arrestations, comme sur ces images à Birmingham, mais aussi à Londres et dans le reste du pays. Et depuis l'attaque, un homme est considéré comme un héros en Grande-Bretagne. Son nom, Tobias Ellwood, un ancien militaire devenu député. C'est lui qui a tenté de venir en aide en vain aux policiers poignardés par l'assaillant. Martine Laroche-Joubert. À cet instant, Tobias Ellwood oublie son costume de député pour retrouver ses réflexes d'ancien militaire. Pendant plusieurs minutes, il tente désespérément de faire battre le cœur du policier poignardé pendant l'attaque du Parlement britannique. En vain. Mais son courage, il est resté ici,
dans l'enceinte de Westminster, malgré les risques, est unanimement salué. Par la presse et dans d'innombrables tweets. On lit « C'est un exemple, un héros ». Au Parlement, qui a réouvert aujourd'hui, il est présent, bouleversé. Hier, nous avons connu le pire de l'humanité, mais nous nous rappellerons le meilleur. Notre honorable ami est quelqu'un qui connaît le traumatisme et la tragédie de perdre un proche dans une attaque terroriste. Une allusion à son frère, tué dans les attentats de Bali en 2002. Tobias Ellwood, un héros qui aurait préféré ne jamais le devenir. Et parmi les nombreux blessés, 3 sont des lycéens français de Concarneau. Ils sont toujours hospitalisés à Londres, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Les autres élèves, eux, ont pu rentrer en Bretagne ce jeudi soir. Ils ont été accueillis par Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, et Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Moins de 24 heures après l'attaque près de Westminster, un individu a tenté d'écraser des passants avec sa voiture. Cela s'est passé à Anvers, en Belgique. Sous l'emprise de l'alcool, au moment des faits, il a pu être arrêté avant de faire des victimes. L'homme qui vit à Lens était connu des services de police en France pour des infractions de droit commun. Le Quai d'Orsay a confirmé l'enlèvement d'un ressortissant français au Tchad. L'homme travaillait pour le compte d'une compagnie minière. Cela s'est passé près de la ville d'Abéché, dans l'est du pays. Le Tchad est un allié de la France et sert de base arrière aux 4000 militaires français de l'opération Barkhane. On en vient à l'assassinat de cet ancien député russe à Kiev. Son nom, Denis Voronenkov, l'homme qui avait fui la Russie l'année dernière, avait notamment témoigné contre l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. Regardez. Un assassinat en plein jour dans la capitale ukrainienne. Cet homme à terre vient d'être abattu de plusieurs coups de feu. D'après les informations préliminaires, l'homme qui a été tué est un ancien député russe de la Douma qui avait acquis la nationalité ukrainienne et trouvé refuge ici. Il a été tué. Il s'appelait Denis Voronenkov. Ancien député communiste, Denis Voronenkov avait fui la Russie l'année dernière en compagnie de sa femme pour se protéger. L'homme avait notamment témoigné contre l'ancien président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, pour mettre en lumière son rôle dans l'entrée des troupes russes en Ukraine lors de la répression de Maïdan en février 2014. Pour l'Ukraine, le commanditaire de cet assassinat ne fait aucun doute. L'assassinat perfide dans le centre de Kiev de Denis Voronenkov est un acte de terrorisme d'État de la part de la Russie, qu'il avait dû quitter pour ses convictions politiques. Lorsqu'il a été tué, Denis Voronenkov était en route pour rencontrer l'opposant au Kremlin et ex-parlementaire Ilya Ponomarev, seul député russe à avoir voté contre l'annexion de la Crimée en 2014. Denis était un atout précieux pour l'Ukraine. Il en savait beaucoup. Il savait beaucoup sur tout ce qui pouvait rendre le pouvoir de Vladimir Poutine vulnérable. La Russie a fait savoir qu'elle jugeait l'ensemble de ces accusations absurdes. Aux États-Unis, le vote tant attendu sur l'abrogation et le remplacement d'Obamacare prévu ce jeudi a été reporté à vendredi. En cause, les divisions au sein du camp républicain pourtant majoritaire au Congrès. Un revers pour Donald Trump qui en avait fait l'un de ses arguments de campagne. Kim Vaudine. Nouveau revers pour Donald Trump. Le président américain peine même à convaincre son propre camp. L'abrogation de l'Obamacare n'aura pas eu lieu ce jeudi. Pour les républicains les plus conservateurs, le nouveau texte ne va pas assez loin. Nous essayons d'obtenir une réponse positive. Nous avons formulé des demandes très raisonnables et nous espérons que celles-ci seront écoutées et finalement acceptées. A l'inverse, les conservateurs plus modérés craignent eux que la proposition de loi n'augmente le nombre d'Américains sans couverture maladie. Un peu partout dans le pays, des milliers de manifestants ont défilé pour sauver l'Obamacare. Je travaille dans le bâtiment, donc je suis confrontée à un risque très élevé de blessures physiques. Si je n'avais pas d'assurance maladie, je devrais simplement compter sur les urgences. Depuis l'élection, c'est très stressant pour nous tous.
Beaucoup de gens dans ce pays ne regardent pas plus loin que quelques mois et regardent leur retour sur investissement plutôt que regarder sur le long terme les bénéfices pour le pays, pour l'humanité et pour le monde. Selon un rapport du budget du Congrès, 14 millions de personnes devraient perdre leur couverture en 2018. Le vote est quant à lui prévu ce vendredi. Au Venezuela, des files d'attente interminables se sont formées devant les stations-service. La population redoute des pénuries d'essence dans les jours à venir. Un paradoxe pour ce pays qui possède l'une des plus grandes réserves de carburant au monde. Julie Jargot. À Caracas, les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Certains conducteurs vénézuéliens sont là depuis 1 heure, parfois plus. La rumeur d'un approvisionnement en pétrole mystérieusement perturbé s'est rapidement répandue à travers tout le pays. Aucune information ne filtre, on ne sait pas ce qu'il se passe. Les rumeurs que l'on entend, c'est qu'il y a des problèmes avec la distribution de carburant. Mais nous ne savons pas avec certitude ce qu'il se passe réellement. PDVSA, la compagnie pétrolière d'État, a tenté de calmer la population. Elle promet de fournir du carburant dans tout le pays. Mais pour les opposants au président Maduro, les approvisionnements internationaux sont tout simplement en retard en raison de dettes impayées de la compagnie pétrolière. Toujours selon l'opposition, le gouvernement importerait 45 000 barils d'essence par jour, alors que le Venezuela abrite les plus grandes réserves de carburant au monde. Nous sommes un pays très riche en pétrole. Comment pouvons-nous ne plus avoir de pétrole? On est en face d'un écran de fumée couvert par les médias. Il y a du pétrole partout. On se sert de pétrole comme on se sert un verre d'eau ici tellement c'est bon marché. Un nouveau coup dur pour la population, dans un pays déjà plongé dans une profonde crise économique. Depuis plus d'1 an, les Vénézuéliens subissent des pénuries dévastatrices de nourriture, de médicaments et de produits de base. En France, plus qu'1 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, ce jeudi, Emmanuel Macron a enregistré un soutien de poids avec le ralliement de Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense l'a annoncé à des élus bretons. Le camp de Benoît Hamon dénonce une trahison, je cite Caroline Motte. C'est un pilier du gouvernement qui rejoint l'un des favoris des sondages. À 1 mois jour pour jour du premier tour, Jean-Yves Le Drian rallie Emmanuel Macron. C'était un soutien attendu, mais l'annonce se fait à huis clos. Le ministre donne la primeur de sa décision au vice-président de sa région. En pleine campagne à Dijon, Emmanuel Macron savoure. Avec ce ralliement de poids, il gagne ce qui lui manquait, une caution solide sur les questions de défense. Jean-Yves Le Drian, c'est un responsable politique pour lequel j'ai beaucoup de respect et qui, en Bretagne, a construit justement une majorité de projets qui est assez voisine de la démarche qui est la nôtre. En déplacement à Strasbourg, Benoît Hamon répond sèchement. Qu'est-ce que vous pensez du ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron? Je suis ici pour parler de la défense de la France, pas du ministre de la Défense. Le candidat socialiste laisse le soin à ses porte-paroles de diffuser une réponse cinglante. Jean-Yves Le Drian ne respecte pas le vote des électeurs de gauche qui, y compris dans le Morbihan, ont largement désigné Benoît Hamon comme leur candidat pour cette élection présidentielle. Mais le mal est fait. L'ex-ministre bretonne Marie-Lise Lebranchu ne mâche pas ses mots dans un tweet laconique. Le ministre de la Défense annonce son départ chez Macron le jour où Benoît Hamon parle aux armées. C'est moche. Dès demain, les ministres du gouvernement seront autorisés par François Hollande à prendre position publiquement. Emmanuel Macron pourrait alors engranger d'autres soutiens de poids. Ce jeudi soir, François Fillon était l'invité de l'émission Politique sur France 2. Interrogé sur les multiples affaires qui le concernent, le candidat des Républicains a accusé François Hollande d'animer, je cite, un cabinet noir. On va écouter François Fillon. Vous avez aujourd'hui des journaux qui reçoivent des documents 48 heures après qu'ils aient été saisis dans des perquisitions, par exemple dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Qui leur donne ces documents? Des services de l'État. Et vous pensez que ces services de l'État le font sans être couverts par leur hiérarchie? Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau.
ce qui est une illégalité totale. Et moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Et sachez que François Hollande a réagi aux propos de François Fillon. Le chef de l'État a dénoncé, je cite, des allégations mensongères. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.